Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette conférence de presse organisée par l'ACT, l'Alliance contre le tabac, en partenariat avec la Fédération française de cardiologie, à l'occasion du lancement de la première campagne Femmes libres, ciblant spécifiquement les femmes et le tabac. Alors d'abord, quelques chiffres pour planter le décor. 20% de fumeuses quotidiennes, 6% de fumeuses occasionnelles. 20 000 d'entre elles sont mortes en 2019, c'est le double d'il y a 20 ans. À noter également l'augmentation des pathologies cardiovasculaires précoces. Enfin, d'après une étude récente, 3 jeunes femmes sur 10 ne connaissent toujours pas les risques liés à l'association tabac-pilule. Donc voilà, il y a encore un vrai travail d'information à faire sur ce sujet. Autre constat, les femmes ont de plus en plus de mal à décrocher du tabac que les hommes après 50 ans en raison de facteurs biologiques, mais aussi de facteurs psychosociaux, comme par exemple la peur de prendre du poids. Enfin, si les femmes sont de plus en plus nombreuses à fumer depuis les années 70, l'industrie du tabac n'y est pas étrangère. Exit le cow-boy Marlboro, place à la femme libre et glamour qui conquiert le monde de la cigarette aux lèvres. Donc voilà, la fumeuse, symbole de la femme occidentale libre. C'est une stratégie marketing qui a été payante, certes, mais qui paradoxalement a enfermé la femme dans un véritable système de dépendance. Le tabac n'est rien d'autre qu'une drogue. Et si cette supercherie commerciale perdure encore aujourd'hui en 2021, c'est parce que cette idée s'est ancrée insidieusement au fil des ans dans les mentalités véhiculées notamment par les films et les séries. Il était donc urgent d'agir et c'est tout l'objectif de cette campagne inédite et originale imaginée par l'ACT et que nous allons vous détailler ce matin au cours de cette conférence de presse avec mes invités. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser tout au long de cette conférence via le chat et nous y répondrons à la fin. Mais pour commencer, je vais laisser la parole à Marion Catelin, directrice de l'ACT. Bonjour Marion. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous pourquoi cette campagne aujourd'hui. Cette campagne aujourd'hui, pour 2 raisons. La première, c'est que la lutte contre le tabagisme est un combat permanent, on s'entend tous là-dessus. En revanche, la question du tabagisme féminin est une urgence absolue à traiter aujourd'hui. Vous l'avez dit Véronique, il y a 20 000 décès par an de femmes fumeuses. C'est le double d'il y a 20 ans et c'est autant de vies perdues qui auraient pu être évitées si seulement l'industrie du tabac ne s'était pas employée depuis plus d'1 siècle maintenant à cibler les femmes par des stratégies marketing assez spécifiques pour les faire entrer dans le tabagisme. Ce tabagisme chez les femmes a de lourdes conséquences sur leur santé. Vous l'avez dit, c'est assez mal connu, et notamment des conséquences sur leur cœur. Et c'est pour ça que nous avons choisi de faire cette première campagne média d'ampleur avec la Fédération française de cardiologie pour mettre en avant ces spécificités du tabagisme. Les spécificités du tabagisme sont importantes à connaître, à la fois pour mieux cerner ce qui les amène à rentrer dans le tabagisme, mais aussi pour mieux comprendre ce qui parfois peut les empêcher à sortir du tabagisme. Il y a, on verra, des facteurs psychosociaux, des facteurs biologiques qui peuvent expliquer cela. Et il est important pour nous, à travers cette campagne, de communiquer sur ces spécificités pour, in fine, mieux accompagner les femmes à se libérer du tabac. Et cette question de la libération du tabac et cette question de la liberté, puisque c'est donc l'objet de notre campagne, Femmes libres, nous tient particulièrement à cœur dans le cadre de cette campagne. C'est quelque chose qu'on dit peu. Finalement, les femmes fumeuses sont privées d'une part de leur liberté. Elles sont privées d'une part de leur liberté du fait d'une industrie qui a détourné le concept d'émancipation pour leur vendre une illusion de liberté qu'elles pouvaient peut-être s'offrir à travers le tabagisme, pour finalement mieux les enfermer dans une forme de dépendance terrible qui est la dépendance au tabac. Nous, à travers cette campagne, on souhaite véhiculer un message positif. Aujourd'hui, dans notre société, on tend à de plus en plus remettre en question la question des injonctions qui pèsent sur les femmes, les stéréotypes genrés. Et à travers ce mouvement, ce que l'on souhaite dire aussi dans cette campagne, c'est que finalement, le plaisir de s'affirmer sans fumer, c'est profiter pleinement de sa liberté en tant que femme.
Bon, on a bien compris, je pense, les objectifs de cette campagne. En pratique, comment va-t-elle se dérouler? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, en pratique, tout d'abord, elle se lance aujourd'hui avec vous. Elle va se dérouler sur tout un mois, avec 3 grands temps forts, à travers 2 spots de campagne et une activation influenceur ensuite. On a la grande chance de collaborer avec Wendy Renard, qui est la capitaine de France de l'équipe féminine de football, et qui porte cette campagne avec nous. Et donc, le premier spot de campagne qu'elle porte sera diffusé à partir du 31 mai, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. Ensuite, autre temps fort, mercredi prochain, 2 juin, avec la diffusion de notre 2e spot de campagne, avec Marie Lopez, qui est mieux connue sous son nom d'influenceuse, de youtubeuse Enjoy Phoenix, qui est très connue auprès notamment des jeunes femmes, et qui parlera de son combat contre le tabac et de ce que ça a pu représenter pour elle. Et enfin, 3e temps, dans le courant tout au long du mois de juin, on aura un pool d'influenceuses qui, notamment sur leur compte Instagram, proposeront des lives pour échanger avec leurs abonnés sur ces messages de campagne et échanger de manière plus vivante aussi autour de ce sujet. Donc on est très heureux de lancer cette campagne aujourd'hui avec vous et je crois qu'on va pouvoir voir le premier spot avec Wendy Renard. On regarde. Je me suis souvent dit que ça allait être compliqué. Ils m'ont répété que si d'autres n'y étaient pas arrivés, alors pourquoi moi? Ça veut dire quoi? Qu'une femme n'aurait pas les épaules pour ce genre de combat? J'ai pris le parti de faire mes propres choix et surtout de croire en moi. Je n'ai jamais commencé à fumer et je peux en être fier. L'industrie du tabac n'a jamais voulu d'une femme libre. Cette année encore, le cœur de 20 000 fumeuses s'arrêtera de battre. Voilà, c'est vrai que c'est très fort et original, je trouve, comme message. En tout cas, l'angle que vous avez choisi pour cette campagne. Donc, on compte vraiment sur vous qui nous regardez ce matin pour diffuser largement tous ces messages que nous allons détailler au cours de cette conférence de presse. Alors, justement, quelles sont les raisons qui peuvent conduire les femmes à entrer dans le tabac? Bien, pour répondre à cette question éminemment complexe, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Claire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes médecin à l'Université de Lausanne, présidente de la commission médecine et genre de l'école de médecine de l'Université de Lausanne. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, un point important de cette campagne, c'est le poids des facteurs psychosociaux, dont on ne parle pas assez, susceptibles de pousser les femmes à entrer dans le tabagisme. Les femmes ne rentrent pas dans le tabac pour les mêmes raisons que les hommes. D'abord parce qu'elles sont sujettes dans notre société à beaucoup plus de normes. Alors justement, Carole Claire, quelles sont ces normes spécifiques qui pèsent aujourd'hui sur les femmes et qui les incitent à fumer? Alors, effectivement, on observe que ces normes sont présentes. La pression sociale, en fait, va influencer le comportement des femmes, des hommes aussi. Et cette pression sociale, elle est directement liée à ces normes qui sont culturelles. On en observe en fait 3 grandes catégories de normes chez les femmes qui sont vraiment des éléments importants à comprendre. D'abord, le besoin, le désir d'émancipation. On va le voir après. Le fait de fumer a été associé à une pseudo-liberté et une émancipation féminine. Donc ça, c'est un élément fort. Deuxièmement, il y a la question du poids. Donc vraiment l'aspect du contrôle du poids, de cette image aussi de perfection que les femmes souhaitent atteindre. Et puis, on a aussi la question du stress, de la gestion des affects négatifs, qui est aussi un aspect qui est aussi présent chez les hommes, mais beaucoup plus marqué chez les femmes. Oui, on va en parler un peu plus en détail. Mais il y a quelque chose quand même qui moi, me frappe, c'est chez les adolescentes, la recherche de l'approbation des autres et la réceptivité à la pression des pairs pour s'initier au tabagisme ne sont pas les mêmes que chez les garçons. Alors, tout à fait. C'est ce qu'on a observé justement en faisant des études chez les adolescents, adolescentes et chez les jeunes adultes et en comparant les incitatifs à fumer. Déjà, le premier constat, c'est qu'il faut s'y intéresser pour pouvoir comprendre ces différences, sinon on va passer complètement à côté. Pouvoir les aider. Voilà, exactement. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les jeunes femmes étaient beaucoup plus sensibles à cette pression par les pairs, à ce besoin d'appartenir à un groupe, de correspondre à une norme, et qu'elles étaient également très influencées par les stars, notamment de cinéma, qui fumaient. Donc ça, c'est important parce que ça va permettre justement ensuite de cibler des campagnes de prévention comme celle qu'on vit actuellement. Alors on parlait du poids tout à l'heure. C'est vrai que le double enfermement des fumeuses vient également de l'effet de la consommation de tabac sur le poids. L'effet anorexigène de la nicotine est aujourd'hui bien connu.
Et malheureusement, chez les femmes, c'est une stratégie minceur qui est très souvent utilisée. C'est juste. Et pour bien comprendre ce qui se passe avec le poids, c'est une relation très complexe, le poids et le tabac. Donc effectivement, ce qui est bien connu et qui a été d'ailleurs largement utilisé par l'industrie l'industrie du tabac pour vendre ses produits, c'est le fait que le tabac va être associé à un poids un peu inférieur. De nouveau, c'est pas massif, mais le tabac a 3 effets en fait sur le poids. Si on simplifie un peu les choses, il va augmenter les dépenses énergétiques. Donc quand vous fumez un paquet de cigarettes par jour, vous dépensez l'équivalent d'à peu près 200 kilocalories. Donc c'est un croissant. Donc en fait, un paquet par jour, on brûle un croissant, quoi. Voilà, on brûle un croissant, donc sans rien faire, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier effet. Deuxièmement, on a aussi un effet de la cigarette et de ses composants au niveau cérébral qui va agir sur le contrôle de l'appétit, donc qui va induire une satiété plus rapide. Et puis finalement, il y a tout l'aspect comportemental, puisque quand on fume, on s'occupe, on occupe ses mains. Après le repas, on va peut-être pas arrêter de grignoter et fumer une cigarette. Donc ces 3 aspects-là sont importants à comprendre aussi après pour comprendre ce qui fait qu'on prend du poids à l'arrêt du tabac. Mais il y a un autre effet paradoxal, on parle du paradoxe du tabac sur le poids, qui est par contre beaucoup moins connu, c'est le fait que le tabac est associé à une obésité abdominale, un risque de prendre du poids au niveau du ventre, d'accumuler de la graisse. Les femmes n'aiment pas du tout, en général. Ce qu'elles n'aiment pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est méconnu, et en fait, on a commencé à s'y intéresser quand on a observé en fait, que les fumeurs et les fumeuses avaient un risque augmenté de développer un diabète, ce qui est assez paradoxal, parce qu'on associe... On perd du poids. Voilà, c'est ça, et on associe le diabète plutôt à un embonpoint. Et en fait, on a remarqué que cette obésité abdominale, enfin on le sait, est un risque majeur de développer un diabète. Et les femmes ont ce risque, donc elles vont, si vous voulez, un peu rejoindre les hommes par rapport à ce risque d'obésité abdominale, cette répartition des graisses. Qui apparaît en général après la ménopause, à cause de la chute des hormones. Mais là, quelque part, ça va apparaître plus tôt parce que le tabac aurait un effet anti-œstrogénique ou... Alors exactement, c'est exactement ce qui se passe. En fait, le tabac a de nombreux effets, mais notamment un effet qui va diminuer l'effet protecteur, justement, qu'on observe, notamment par rapport à ce risque d'obésité abdominale. Et en fait, le tabac va contrer, si vous voulez, cet effet protecteur des œstrogènes. Donc, en tant que femme, c'est important de le savoir. Oui, on ne le sait pas. Enfin, moi, c'est une information que je découvre aujourd'hui. Donc la cigarette, une alliée pour de nombreuses femmes, on vient de le dire, dans la gestion du poids, malgré la prise de poids au niveau abdominal, enfin la prise de graisse abdominale, mais aussi dans la gestion du stress et des émotions négatives. Alors oui, ça aussi, c'est un élément qui ressort beaucoup. Les femmes ont tendance à fumer davantage pour gérer justement le stress, un affect plutôt bas ou déprimé, contrairement aux hommes qui, eux, vont plutôt profiter de l'effet stimulant de la cigarette, pour faire simple. Et ça, c'est important aussi de déconstruire un petit peu ce mythe-là, puisqu'en fait, ce qu'on observe, c'est que la cigarette, elle n'est pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui va calmer. Il faut bien le rappeler, c'est pas un antidéstressant, quoi. Non, c'est plutôt quelque chose qui va augmenter les hormones de stress, au contraire, qui va augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la pression artérielle. Donc en fait, ça induit un stress, mais on a cette impression de relaxation qui est simplement due au fait que quand on fume une cigarette, généralement, on n'en a pas fumé depuis quelques temps, donc ça va soulager les symptômes de sevrage. D'accord. En fait, c'est juste ça, cette impression de détente qu'on peut ressentir. Oui, et bien rappeler qu'effectivement, le stress, en tout cas, le tabac ne va pas du tout agir sur le stress. Au contraire, il va le majorer, on est bien d'accord. Il va le majorer. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que quand on arrête de fumer, on peut voir tout de suite après l'arrêt un stress un peu augmenté ou un moral qui baisse un peu. Mais à moyen et long terme, et là on a des études à l'appui, on voit une amélioration du stress, une amélioration de la dépression. Et on estime même que l'arrêt du tabac correspond à l'efficacité, voire même serait même supérieur à l'efficacité d'un traitement antidépresseur. Donc c'est moins coûteux et il y a moins d'effets secondaires d'arrêter de fumer que de prendre des antidépresseurs. C'est un autre problème. Voilà, ça on va, et on est là pour vous aider. Exactement. Non, mais ce qu'on peut dire effectivement, c'est que tous ces facteurs psychosociaux dont on vient de parler vont pousser les femmes à fumer, mais elles peuvent aussi être un frein à l'arrêt du tabac. On est bien d'accord. Alors, exactement, et c'est exactement ce qu'on a vu là pour l'entrée dans le tabagisme va aussi jouer pour l'arrêt du tabagisme, avec justement cette
crainte de prendre du poids à l'arrêt qui va être un facteur de rechute. Et vraiment, encore une fois, je pense que c'est important de comprendre que ces éléments-là sont socialement construits, c'est pas biologiquement déterminé. Donc c'est là toute l'importance. C'est-à-dire qu'on peut les déconstruire. Exactement. Voilà, et on peut agir dessus, on peut les modifier. Donc ça, c'est vraiment important. Et de déculpabiliser les femmes aussi. Moi, j'entends souvent des patientes me dire, mais si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas assez de force ou pas assez de volonté. Il y a une partie biologique et chimique qui explique que c'est plus difficile d'arrêter pour les femmes, mais il y a aussi toute cette histoire, toute cette pression auxquelles elles sont soumises et avec lesquelles on peut les agir. Voilà. Les facteurs biologiques, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut en avoir conscience. Merci en tout cas, Carole Clerc, pour cette analyse passionnante de tous ces facteurs psychosociaux susceptibles de pousser les femmes à entrer dans le tabagisme, des facteurs dont nous n'avions pas forcément conscience. Contrairement à l'industrie du tabac, qui, elle, a compris depuis longtemps comment les utiliser pour inciter les femmes à fumer. Karine Galopel-Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure des universités en marketing social à l'EHESP, École des hautes études en santé publique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous avez longuement étudié la façon dont l'industrie du tabac cible les femmes depuis des années. À quel moment cette industrie a compris que les femmes représentaient une réelle opportunité commerciale ? Ça fait environ un siècle, ça a commencé aux États-Unis, puisqu'on a retrouvé dans les documents secrets de l'industrie du tabac des témoignages d'industriels qui disaient qu'il y avait vraiment une mine d'or dans leur jardin. C'est-à-dire qu'il y avait les hommes qui fumaient assez facilement et les femmes qui étaient un peu réticentes donc dans les années 1920-1930 à s'engager dans ce comportement tabagique parce que c'était tabou. C'était plutôt à l'époque des femmes qui avaient une vie un peu particulière, qui fumaient, des prostituées ou des artistes. On peut se souvenir de George Sand par exemple. Mais les femmes classiques, normales, n'avaient pas accès à ce produit et trouvaient que c'était un produit plutôt réservé aux hommes. Donc à partir de ce constat, l'industrie du tabac s'est attelée à cette nouvelle cible marketing et à décortiquer un peu les besoins, les attentes, les besoins psychosociologiques décrits par Carole par exemple tout à l'heure et s'est appuyée là-dessus pour lancer ces campagnes de communication. Alors, quels sont justement les outils et arguments marketing spécifiques déployés par l'industrie du tabac pour inciter les femmes à fumer ? Alors, il y en a plusieurs. Peut-être deux anecdotes intéressantes qui datent d'il y a à peu près un siècle. En fait, quand l'industrie s'est intéressée à cette cible féminine, ils se sont rendus compte que les femmes étaient pas très à l'aise avec le geste de fumer. Donc, il y a des cours qui ont été organisés dans des hôtels prestigieux de New York pour apprendre aux femmes à fumer, bien avaler la fumée, etc. Et puis l'autre anecdote intéressante, oui, tout à fait, des cours. Et l'autre anecdote intéressante, c'est que justement, et c'est là que l'idée de l'émancipation associée à la cigarette est née, c'est que des marques de tabac ont fait appel aux premiers experts en relations publiques. En l'occurrence, il s'agissait du neveu de Freud à l'époque, qui a eu l'idée en fait d'associer une manifestation des femmes pour revendiquer leur émancipation, et qui a eu l'idée d'associer cette manifestation à de la cigarette. Pour montrer, comme les hommes, que les femmes étaient capables de fumer et pouvaient fumer comme les hommes. Donc ça, c'est la première action de relations publiques de l'industrie du tabac qui a donc associé, qui a marqué finalement l'association entre l'émancipation et la cigarette, ce qui est complètement évidemment marketing et de la manipulation. Et à partir de ces idées-là, donc il y a eu des campagnes publicitaires qui ont été développées massivement pour conditionner en fait les femmes et pour faire en sorte que ces femmes s'adonnent à cette pratique tabagique dans les années qui ont suivi. Donc là, il y a eu plusieurs axes de campagne publicitaire. On peut peut-être les passer en visuel, ce sera plus parlant pour... Voilà. Donc, alors le poids, évidemment, comme ça a été rappelé tout à l'heure, le poids, c'est un argument qui intéresse beaucoup les femmes. Et sur cette campagne qui date, alors toutes les campagnes que je vous montre, là, elles datent des années 1920-1950. C'est des campagnes qui ont d'abord été lancées aux États-Unis et ensuite il y a eu exactement le même genre de campagne Donc ça, c'est plutôt en Europe. Alors là, c'est payer des on va peut-être un peu trop vite. Pardon. Il y a plusieurs arguments. Donc si la femme fume pas, elle va avoir un double menton. Si elle fume
bien, tout ça va se résorber. Il y a aussi le paiement des modèles, hein, des actrices de cinéma. C'était la publicité juste avant celle-ci. L'industrie du tabac est très précurseur au niveau des techniques marketing et le ciblage des femmes n'est pas en reste, hein, sur ce point. Donc là, l'industrie du tabac va être une des premières industries à payer des actrices et des acteurs pour que ces femmes donc, fument dans les publicités, mais aussi dans les films, hein, pour donner envie à ces femmes et pour avoir un espèce de modèle, si vous voulez, positif qui fument. Donc, pourquoi pas elles? Donc, si on continue dans les campagnes, hein, donc les modèles, donc là le poids, on va avancer un petit peu dans les campagnes que l'industrie du tabac a pu proposer. Il fallait absolument montrer aussi aux femmes que le tabac leur permettait d'augmenter leur confiance en elles. Voilà, believe in yourself. Hein. Et puis que les femmes, comme les hommes, elles peuvent fumer. Alors là, on est sur un symbole assez fort, hein, Rosie the Rifter, donc les hommes étaient partis à la guerre, donc les femmes remplaçaient les hommes aux usines. Et bien, puisqu'elles sont capables de les remplacer au travail, eh bien, elles peuvent fumer aussi. Donc c'était l'argument de la marque Chesterfield dans ces années-là. Alors, si on continue également les campagnes de communication, bah voilà, celle-là est intéressante aussi, hein, pour associer la femme fumeuse à une femme belle, le glamour qui va attirer le regard masculin. Donc ici, vous voyez que la femme qui est assise et qui ne fume pas n'attire absolument pas le regard des hommes, ce qui n'est pas le cas du tout de cette femme belle qui fume. Alors la campagne suivante, c'est une princesse, hein, qui va avoir le prince à ses pieds. Si on peut passer la campagne suivante, s'il vous plaît. C'est voilà, une princesse qui va avoir le prince à ses pieds et la princesse qui fume et qui est belle et qui attire encore une fois le regard des hommes. Ouais. Alors le principe, il y a des spécificités, hein, chez les femmes, et donc ça, les industriels du tabac ont beaucoup étudié tout ça à travers des études de marché, des entretiens avec les femmes. Le point qui leur posait problème à ces femmes, c'était quand même le fait que quand elles fumaient beaucoup, leur voix était un petit peu altérée. Et puis dans les années 1950, on a commencé aussi à avoir des informations sur le fait que le tabac était pas très bon pour la santé. Ouais. Alors voilà, du coup, il y a des marques qui se sont positionnées sur le fait que certaines marques, plus que d'autres, pouvaient améliorer en fait ce petit inconvénient qui était de faire mal à la gorge ou de durcir la voix. Donc, dans cette publicité, hein, la marque Lucky Strike nous dit, bah, si vous voulez éviter ce petit problème sur la gorge, fumez Lucky Strike plutôt qu'une autre campagne de publicité. Donc voilà, bah, on peut passer sur d'autres campagnes. Donc vous voyez qu'il y a eu énormément d'arguments qui ont été développés. Bon voilà, l'approbation des hommes, hein, ça aussi c'est des campagnes, puisque le tabagisme féminin est tabou, c'était important dans les campagnes de communication de montrer que les hommes avaient une bienveillance et approuvaient totalement la cigarette féminine. Ici, on a mis une campagne de gitane, et puis même les hommes leur offrent une cigarette, hein, pour montrer à quel point ils sont favorables au fait que les femmes fument. Donc toutes ces campagnes-là, hein, déclinées sous différents médias, la télé, en affichage, en presse, etc. à l'époque. Donc d'abord, elles ont commencé aux États-Unis, puis ensuite elles ont commencé à arriver dans les années 70 en Europe et en France. Et puis, l'industrie du tabac va encore plus loin. Donc là, les techniques marketing s'affinent de manière générale et l'industrie du tabac s'empare de ces innovations marketing. Donc, au-delà de la publicité et des arguments qui vont vraiment conditionner les femmes au fait que fumer, c'est la liberté, l'émancipation, la perte de poids, etc., l'industrie du tabac va encore plus loin et crée des marques véritablement féminines, hein, dans les années 70. Donc, les premières marques, par exemple, créées par Philip Morris pour s'adresser aux femmes, Virginia Slims, qui existe encore. Et vous voyez, à travers le nom de la marque, on retrouve encore l'idée du poids, de la minceur slim. Et puis, le côté, bah, nous sommes supérieurs aux hommes, donc l'émancipation, la liberté, etc. Ah, mais ce qui est étonnant, c'est que là, que les femmes sont biologiquement supérieures aux hommes. Or, on le verra tout à l'heure, sur un plan biologique, par rapport au tabac, malheureusement, on n'est pas tout à fait supérieurs. Donc, le fait d'être sincère dans les campagnes, ça, c'est pas le point fort de l'industrie du tabac, c'est clair. Et puis, vous voyez, ces campagnes-là, You From a Long Way Baby, hein, vous avez vraiment fait du chemin, les femmes. Il y a même une campagne de Virginia Slims, celle juste après, qui montre les femmes dans les années 20 qui sont obligées de se cacher pour fumer et qu'il y a juste les écureuils qui peuvent voir les femmes fumer à l'époque. Et donc, dans les années 70, c'est magnifique parce qu'elles peuvent fumer partout en public. Et donc, elles ont véritablement acquis une liberté. Voilà, c'est cette campagne de publicité. Donc, on a vraiment, vous voyez, une stratégie marketing et publicitaire très élaborée. Et c'est important d'avoir en tête que
ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est difficile de déconstruire cette image de femme libre, émancipation, mais c'est quand même un siècle de marketing derrière tout ça et un conditionnement extrêmement fort, voilà, où on va encore associer les femmes à l'émancipation, faites comme les hommes. Les hommes, ils font de la Formule 1, allez-y, faites de la Formule 1 et fumez en même temps Marlboro. On a vraiment eu un conditionnement extrêmement fort et une puissance de frappe, puisque l'industrie du tabac a énormément de moyens financiers. Donc, le tabac, ça coûte rien à produire. La cigarette, ça coûte rien à produire. Donc, il y a eu vraiment des sommes massives investies, un conditionnement très fort qui a été fait auprès de ces femmes. Ouais, donc on s'est bien fait manipuler pendant toutes ces années. Tout à fait. Et ça continue. Oui, et ça continue. En tout cas, force est de constater que l'industrie du tabac, en tout cas, ils ont été très malins parce que cette stratégie marketing, vous l'avez dit, a été payante sur toute la ligne, avec aujourd'hui cette image encore trop présente de la fumeuse associée à celle de la femme libre. Alors Marion, justement, c'est ce que confirme votre dernière enquête. Ces clichés perdurent toujours. Oui, absolument. Dans notre dernière enquête faite par BVA, on a pu constater avec surprise que 43% des Français estiment que la femme fumeuse est une femme libre, chiffre qui est certes élevé et qui est d'autant plus paradoxal parce que quand on pose la question de savoir si fumer est plutôt une dépendance ou une liberté indépendamment de la question du sexe, 84% des Français répondent que fumer est plutôt une dépendance. Donc voilà, clairement, c'est tout le paradoxe en fait. C'est tout le paradoxe et ça montre bien à quel point finalement ce travail de l'industrie du tabac à travers des campagnes marketing agressives a pu faire ancrer dans l'imaginaire collectif cette idée de la femme fumeuse comme étendard de la femme libre. Voilà, une image qu'il faudrait arriver à déconstruire aujourd'hui. Karine Galopel-Morvan, quel rôle vont jouer également la marque et le packaging dans le choix d'un paquet de cigarettes chez les femmes ? Alors, tous les éléments marketing vont avoir un rôle à jouer. Je vous montrerai des publicités, mais c'est intéressant de regarder ce qui a été fait en plus de ces publicités au niveau des outils marketing. Donc, je ne sais pas si on peut montrer par exemple quelques visuels sur les cigarettes menthol. Alors, ce qui est apparu aussi dans les études sur les femmes, c'est qu'elles n'aimaient pas forcément le goût classique de la cigarette. Donc, il y a un énorme travail qui va être fait autour du goût du produit. Les cigarettes menthol, ça a été un gros succès pour cibler ces femmes. Et puis également, puisque je vous disais que la femme était sensible à sa santé, en tout cas plus sensible que les hommes à sa santé, il y a aussi eu toute la supercherie des cigarettes légères. Si on peut passer la diapo suivante, donc les cigarettes light, où en fait on voit très clairement sur les campagnes de publicité de ces produits qui sont sortis dans les années 70 en France, qu'on cible les femmes avec des messages « fumez mieux », sous-entendu, voilà, vous allez avoir c'est la troisième alternative. Il ne faut pas réduire, il ne faut pas arrêter. Vous pouvez fumer un produit qui est moins dangereux pour votre santé, les cigarettes légères. Alors évidemment, le packaging a joué un rôle énorme pour attirer les femmes. On trouve dans les documents secrets de l'industrie du tabac que le packaging doit être conçu pour toucher les femmes comme un accessoire de mode. Donc, si on avance encore sur les exemples de packaging. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre, et c'était tout l'enjeu du paquet neutre aussi en France, c'est qu'en fait, le packaging a vraiment permis à l'industrie du tabac de continuer à diffuser, en dépit des lois type la loi E20 qui interdit toute forme de pub, à diffuser les messages sur la minceur. Vous voyez ici des campagnes de publicité, des paquets de cigarettes qui ont été vendus en France jusqu'à très récemment, puisqu'en 2017, on ne peut plus voir avec le paquet neutre ces publicités, ces packaging. Donc corset, clairement évocateur de la minceur. Donc, et les cigarettes très, très longues et très fines, même ça a été étudié par l'industrie du tabac. Il y a eu des études qui ont été faites sur la forme idéale que devait prendre la cigarette pour plaire le plus possible aux femmes. Et donc, dans les deux exemples qui sont sortis dans les études, on voit que les cigarettes, plus elles sont longues, plus elles sont fines, et plus elles plaisent aux femmes parce que ça va bien avec le vernis de leurs ongles. Et puis, les femmes aiment bien aussi les cigarettes fines et courtes parce qu'en fait, ça fait moins de cendres et donc c'est moins pénible à nettoyer. Alors, il y a eu l'association aussi autour du packaging. Vous le voyez ici, des grandes marques de mode. Yves Saint Laurent, par exemple. Il y a Cartier également. Enfin, il y a beaucoup de designers de mode qui ont lancé leur propre marque de cigarettes et qui se sont associés au tabac. Donc ça contribue à associer également le produit à du luxe, à de la mode, à de la haute couture et à cacher très clairement la dangerosité de ce produit. Puisqu'on a des gros paquets comme ça, comment voulez-vous que ce soit dangereux avec des gros paquets comme ça ?
Oui, c'est comme ça que l'industrie du tabac a réussi à contourner la loi E20, finalement, en utilisant ce genre de procédés. Est-ce que les femmes des pays en voie de développement sont également ciblées par l'industrie du tabac? Oui, c'est une cible. Donc, à partir du moment où vous avez des parts de marché et des profits en jeu, c'est important de les cibler. Donc, ça a commencé avec les femmes aux États-Unis. Ensuite, le même marketing a été déployé sur les femmes en Europe. Et aujourd'hui, on est dans une situation au niveau des pays en voie de développement un peu similaire à ce qui se passait il y a un siècle dans nos pays aux États-Unis, hein, c'est-à-dire que les femmes en quête d'émancipation, de liberté. Mais dans un certain nombre de pays, les femmes, c'est encore tabou pour elles de fumer. Elles se cachent pour fumer. Donc l'industrie du tabac développe des campagnes de communication sur ces populations. On le voit là avec des exemples de campagnes diffusées dans les pays africains ou asiatiques. Alors je me souviens avoir eu pendant plusieurs années des formations à faire au Maroc en formation continue, et il se trouve que dans les stagiaires, les étudiants, il y avait des gens qui travaillaient dans l'industrie du tabac, et ils me disaient très clairement que dans les axes à développer au niveau de l'industrie du tabac au Maroc, il était question de développer le pourcentage de fumeuses et de faire en sorte que ce soit très banal et que ce soit acceptable de fumer pour les femmes marocaines. Très bien, donc en conclusion, je pense que ce qu'on pourrait dire, contrairement à ce que veut nous faire croire l'industrie du tabac, la fumeuse n'est pas totalement une femme libre. En tout cas, merci à toutes les trois de nous avoir démontré avec beaucoup de pertinence comment l'industrie du tabac pouvait nous manipuler et surtout nous enfermer dans des stéréotypes complètement dépassés aujourd'hui. Mais rappelons surtout que cette industrie tue près de 20 000 femmes par an. Merci beaucoup à toutes les trois. Nous allons passer à la deuxième partie de cette conférence de presse avec mes prochains invités. À tout à l'heure, mesdames, si nous avons des questions. Merci. Et Voilà, de retour pour cette conférence de presse avec mes autres invités. Bonjour à tous les trois. Alors, je vais faire les présentations. Daniel Thomas, bonjour. Vous êtes cardiologue et vice-président de l'ACT et président d'honneur de la Fédération française de cardiologie. Merci d'être avec nous. Catherine Lompère, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin cardiologue spécialisé en prévention, réadaptation cardiovasculaire, coprésidente de la commission Cœur des femmes de la Fédération française de cardiologie. Tout à fait. Et professeur Loïc Josserand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ACT, Alliance contre le tabac, médecin et chercheur en santé publique et professeur de santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà, ça c'est fait pour les présentations. Merci en tout cas à tous les trois d'être avec nous. Et nous allons voir justement avec vous les conséquences du tabac sur la santé des femmes, notamment sur le plan cardiovasculaire. Nous parlerons également aussi sevrage. Mais d'abord, Daniel Thomas, pouvez-vous nous donner les dernières données épidémiologiques sur ce sujet ? Alors, les données épidémiologiques concernant les femmes sur le tabac sont qu'une femme sur 5 actuellement en France fume au quotidien. Une femme sur 5. Et en regard de cela, il y a 20 000 décès chez les femmes liés au tabac tous les ans. Alors en fait, ce qui est important de souligner, c'est que cette mortalité liée au tabac chez les femmes a évolué dans le temps, et en l'occurrence, elle a doublé depuis 2000. Et elle a doublé pourquoi? Tout simplement parce que les femmes qui ont commencé à fumer beaucoup plus dans les années 80, eh bien, sont restées fumeuses et donc arrivent maintenant avec les complications liées au tabac. Deuxième élément, et ça ce qui frappe, c'est que le tabac tue des femmes relativement jeunes. Et si on regarde les décès des femmes de moins de 65 ans, 1 sur 5 de ces décès est lié au tabac. Une femme qui meurt avant 65 ans, 1 sur 5 est morte à cause du tabac. Et enfin, la dernière chose qui frappe également, c'est que l'espérance de vie des femmes qui fument est amputée de 11 années. 11 années 11 années d'espérance de vie qui sont perdues. Et si on regarde l'espérance de vie en bonne santé, c'est encore plus. Ouais, c'est encore plus, ouais. Et puis, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de petites fumeuses. Ça, c'est aussi un message important. Alors, effectivement, à rappeler.
Il n'y a pas de petit tabagisme. En fait, il n'y a pas de seuil. Hein. Ce n'est pas comme pour les autres facteurs de risque où il y a des seuils, on est au-dessus, en dessous, le cholestérol, le sucre, etc. Non. Le tabac, il n'y a pas de seuil. Et il n'y a pas de seuil en dessous duquel fumer ne comporte pas de vrais risques pour la santé. Les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux peuvent survenir pour une consommation de quelques cigarettes par jour sur la durée. Or, il y a beaucoup de femmes qui pensent que finalement ça ne les concerne pas parce qu'elles pensent qu'elles fument peu. Mais comme je viens de le dire, il n'y a pas de petit tabagisme. Et en l'occurrence, ce qui compte dans les méfaits du tabac, que ce soit sur le plan du cancer que pour les maladies cardiovasculaires, c'est aussi la durée. Et la durée compte peut-être même plus que la quantité. Donc ça veut dire que fumer quelques cigarettes par jour pendant 20 ans, ça va être plus nocif finalement. Pour donner une image, fumer 2-3 cigarettes pendant 30 ans, ça peut être plus nocif que d'avoir fumé un paquet pendant 10 ans. Voilà. Et donc les gens qui ont fumé très peu de temps, même beaucoup, finalement sont à moindre risque que ceux qui ont fumé peu, mais sur la durée, toute leur vie. Oui, la durée est un facteur important. La durée est très importante. Bon, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une femme sur 3 décède aujourd'hui d'une maladie cardiovasculaire, contre une femme sur 30 pour le cancer du sein. Et ces risques, évidemment, augmentent chez les fumeuses. Catherine Montpère, comment peut-on l'expliquer? Est-ce que les femmes pensent encore trop souvent aujourd'hui à tort que les maladies cardiovasculaires sont d'abord des maladies d'hommes? Oui, malheureusement. Et c'est un réel problème. Il y a réellement urgence à agir. Hein. C'est ce à quoi s'emploie d'ailleurs la Fédération française de cardiologie au travers de sa commission Cœur de Femmes. Il y a urgence à agir. Pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires sont en France encore la première cause de mortalité. Il y a urgence également car ces affections cardiovasculaires affecte également les populations les plus jeunes de ces femmes. C'est ainsi que pour les décès prématurés de moins de 65 ans, on a constaté qu'il y avait une moindre réduction de la mortalité. On a également pu constater que chez les plus jeunes de moins de 55 ans, on avait une augmentation constante ces dernières années des hospitalisations pour infarctus du myocarde à un âge où normalement elles sont encore protégées par leurs hormones. Donc tout cela fait qu'il y a réellement une vraie urgence à agir, à s'attaquer à ces facteurs de surmortalité, alors pourquoi ces femmes ne bénéficient pas finalement des progrès qui sont réels en France pour notre population globale? C'est d'une part l'explosion des facteurs de risque que l'on a pu retrouver, liés essentiellement à des aspects comportementaux. Le tabac, bien sûr, on vient d'en parler, on en reparlera, mais pas que. Il y a une augmentation de la sédentarité, alimentation déséquilibrée, une pression psychologique, stress psychosocial, charge mentale qui est majeure et qui va jouer un rôle directement sur les pathologies cardiovasculaires. Et puis à côté de ces facteurs de risque, il y a d'autres aspects, sous-information. Beaucoup de femmes, en particulier les plus jeunes, se sentent protégées. Également, des aspects comportementaux. Les femmes vont prioriser leurs devoirs, entre guillemets, familiaux plutôt que leur santé. Vont avoir tendance... s'écouteraient moins que les hommes? Oui, elles ne vont pas prioriser forcément leur santé. C'est d'abord la santé de leurs enfants. Voilà, la famille. Et puis également, donc, tout cela va entraîner un retard dans la prise en charge. Et puis les professionnels de santé également, il faut bien le dire, qui ne sont pas forcément, dans leurs études, formés à ces spécificités des pathologies cardiovasculaires chez la femme. Donc tout cela fait qu'on a beaucoup de choses à faire. D'accord. Alors justement, quelles sont concrètement les conséquences physiologiques du tabac sur la santé vasculaire des femmes? Alors, ces conséquences sont finalement les mêmes que chez les hommes, c'est-à-dire que le tabac va entraîner une augmentation du risque de formation de caillots. Il va y avoir également progressivement le développement de plaques d'athérome qui progressivement vont obstruer les artères, avec, selon les localisations, s'il s'agit par exemple des artères du cou, le risque d'accident vasculaire, au niveau du cœur, d'infarctus, ou d'anévrisme de l'aorte ou d'artérite. Tout ça pour dire que finalement, c'est la même maladie, donc même modalité de prévention, à des niveaux différents.
Au niveau de la spécificité de ce tabagisme justement sur les artères, c'est qu'il y a un surrisque global de plus de 25% de développer un tabagisme équivalent par rapport à un homme, une maladie cardiovasculaire. Un surrisque de 25%. Voilà, hein, et ce risque est encore nettement majoré chez les patientes après la ménopause, où justement elles vont perdre leur protection voilà. par leurs hormones. Très bien. Alors, il y a encore des messages qui ne passent pas, hein, comme celui des risques liés au cocktail explosif tabac-pilule, j'en parlais tout à l'heure en introduction, notamment chez les jeunes filles. D'ailleurs, selon un sondage BVA, 3 jeunes femmes sur 10 disent ne pas connaître les risques liés à l'association tabac-pilule. C'est vrai que ça paraît incroyable aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on assène assez régulièrement le message, mais apparemment, non, ça n'est pas encore passé complètement. Hein. J'ai souvenir d'un exemple vraiment très, très parlant d'une jeune femme de 34 ans que l'on m'a adressée pour réadaptation des cours de son infarctus. Et en arrivant, je vois une femme stressée qui me dit j'ai tout faux. Et elle m'explique son histoire. Donc, c'est une jeune femme, 34 ans, très mince, professeure de sport, faisant elle-même beaucoup de sport, mais tabagique, petit tabagisme, dit-elle, à moins d'un demi-paquet de cigarettes par jour, sous pilule contraceptive. Qui a une douleur vers 6 heures du matin. Elle était en instance de divorce, ça ne se passait pas bien. Elle a dit c'est le stress. Elle attend un petit peu c'est 2 heures. Elle téléphone le matin à son médecin traitant qui lui confirme qu'effectivement, ce doit être le stress et qui lui donne un rendez-vous pour l'après-midi. Et puis finalement, elle est hospitalisée en catastrophe devant des signes vraiment typiques, compliqués d'un essoufflement majeur. Donc juste une petite parenthèse, parce qu'on a tendance à dire que chez la femme, les signes avant-coureurs d'un infarctus ne sont pas très spécifiques, en tout cas ne ressemblent pas à ceux des hommes. Ce n'est pas tout à fait la réalité. Hein. Alors, effectivement, c'est un message qu'on voit un petit peu fleurir partout en disant les infarctus chez les femmes, c'est atypique. Ça peut être atypique. Mais fatigue, maux de ventre, moi c'est ce que j'avais entendu. Alors, l'atypie, oui, ça peut être effectivement cette sensation de fatigue, quelques palpitations, des troubles digestifs. Mais le vrai message, c'est que dans plus de 80% des cas, c'est exactement comme chez les hommes. La douleur est rétrosternale, avec une irradiation dans le bras, une irradiation dans le cou. Voilà, le message qu'il faut retenir, c'est que la douleur, et bien la connaître, c'est une douleur qui est typique. Voilà, et s'en préoccuper, parce qu'il peut y avoir quelquefois, plus rarement, des choses moins évidentes. Donc revenons à votre patiente. Donc du coup, elle n'avait pas été diagnostiquée. Ben voilà, elle se sentait vraiment pas concernée, pensant d'ailleurs que l'activité physique qu'elle faisait à forte dose la protégeait, ainsi que son jeune âge, et que le tabagisme pour elle était réellement quelque chose de mineur et ne devait pas influencer son état de santé. Or, on sait bien que chez les femmes de moins de 50 ans, il y a une étude française qui va sortir. Plus de 75% des infarctus qui surviennent à moins de 50 ans surviennent chez des fumeuses. Qui prennent la pilule? Non. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais en tout cas, c'est un facteur de risque important. Voilà. Et alors, justement, est-ce que la contraception œstroprogestative devrait être contre-indiquée chez les femmes fumeuses? Alors, on ne peut pas envisager ça de façon aussi oui, je suis un peu provoque, mais aussi binaire. volontairement. Il y a tellement de femmes qui sont actuellement sous contraceptif et qui sont fumeuses que je veux dire que c'est un message qui est difficile à faire passer. Par contre, je crois qu'il y a un message très clair, c'est que la contraception œstroprogestative au-delà de 35 ans n'est pas le bon mode de contraception. Ça, c'est général pour toutes les femmes, fumeuses ou non fumeuses. Et qu'en tout de 35 ans, donc celle-là, effectivement, pas de contraception si on est resté fumeuse, bien sûr, mais il faut les aider aussi à arrêter de fumer. Et puis pour les femmes qui ont moins de 35 ans et qui sont sous pilule, je pense que le vrai message, ce qu'il faut arrêter, ce n'est pas la pilule, c'est le tabac. Or, c'est un message que parfois les médecins ont tendance à dire « arrêtez-moi la pilule parce que vous fumez, c'est trop dangereux ». Je pense que les médecins devraient plutôt, effectivement, les aider à arrêter de fumer plutôt que de leur faire arrêter la pilule. Donc c'est un message qui est effectivement, le message clé, c'est arrêter le tabac plutôt que la pilule. Avant la pilule. Oui, surtout qu'on voit de plus en plus de jeunes femmes de très jeunes filles qui sont mises sous pilule parce qu'elles ont 2-3 boutons d'acné et des jeunes femmes qui potentiellement peuvent se mettre aussi à fumer. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut sensibiliser les femmes très jeunes. On a vu finalement dans cette enquête des indicateurs de l'acte que les femmes n'ont pas cette conscience de l'association. Or, il faut que cette association et la notion de cette association comme dangereuse soit
délivrer comme message chez les plus jeunes également, bien sûr. Donc il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer non plus, même si le mieux évidemment c'est de ne jamais commencer. On est d'accord? Alors il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer, c'est sous-entendu qu'en fait quand on arrête de fumer à n'importe quel âge, il y a toujours un énorme bénéfice. Alors le bénéfice bien entendu est quasiment total et absolu pour ceux qui arrêtent très tôt, et c'est le message clé, il faut arrêter tôt. Il faut arrêter tôt pour 2 raisons. La première, c'est qu'en arrêtant tôt, on évite les accidents précoces. On vient de dire qu'avant 50 ans, 75% des femmes qui font un infarctus avant 50 ans sont fumeuses. Donc ça veut bien dire que si vous arrêtez très tôt, vous allez déjà éviter ce risque de faire un infarctus jeune. Là où vous n'auriez pas dû le faire si vous n'aviez pas été fumeuse. Ça, c'est la première chose. Ah ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'arrêter tôt, ça évite de cumuler les années qui vont faire que ces plaques sur les artères vont avoir tendance à d'autant plus se développer, et avec une hypothèque résiduelle quand on va arrêter de fumer, qui va être forte. Ou qui va... Mais, entendons-nous bien, même quand on est relativement âgé et que l'on est encore fumeur, il y a toujours un très grand bénéfice à arrêter de fumer. Pourquoi? Tout simplement parce que les mécanismes qui mènent aux accidents cardiovasculaires, et ce bénéfice est essentiellement cardiovasculaire quand on arrête tard, ces mécanismes se normalisent assez rapidement, et donc on évite à ce moment-là les accidents aigus qui seraient survenus si on était resté fumeur à cet âge-là. Donc, quel que soit l'âge, il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer, mais le plus tôt est le mieux. Et comme vous le dites, le mieux encore pour les beaucoup plus jeunes, c'est de ne pas commencer, pour ne pas avoir à en sortir. Les femmes semblent également avoir plus de difficultés à arrêter de fumer que les hommes. On parlait tout à l'heure des facteurs psychosociaux, mais également il y a des facteurs biologiques qui entrent en ligne de compte. Alors effectivement, les facteurs psychosociaux sont essentiels, et je pense qu'Anne-Claire l'a bien détaillé ça tout à l'heure. C'est très très important, et il faut s'y attacher et comprendre cela de façon plus précise, de façon à pouvoir aider ces femmes sur ces facteurs. Mais il y a des facteurs intrinsèquement biologiques qui font que les femmes semblent plus dépendantes facilement à la nicotine, parce que le métabolisme de la nicotine, du fait de leur statut hormonal, est différent, et qui fait qu'elles ont plus de mal, en général, en moyenne, à sortir du tabac. Alors, c'est un message finalement sur lequel on n'a pas de prise directe. Voilà. C'est un peu la double peine en fait. On a vu en particulier que pendant le cycle menstruel, il y a certaines phases du cycle menstruel où les femmes ont plus de facilité à arrêter que d'autres. Ah bon? Et c'est quelle phase? C'est la phase lutéale. Lutéale, d'accord. Oui, on est sous progestérone, donc beaucoup plus zen en général. Alors que les oestrogènes, effectivement... Oui, ont tendance à nous énerver un peu. On est là avec un indice. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter plutôt à ce moment-là qu'à un autre. Non, mais en tout cas... Tous les moments sont bons pour arrêter et se faire aider pour arrêter. Mais ça veut bien dire quelque part qu'il y a une influence spécifique chez les femmes qui font qu'elles sont de ce fait plus dépendantes biologiquement au tabac, et donc avec un peu plus de difficulté à en sortir. Mais attention, on peut toujours en sortir. Mais pour cela, il faut accepter de se faire aider. C'est pas que la faute de nos hormones, on est bien d'accord. Accepter de se faire aider et pas trouver l'alibi que je ne peux pas. C'est à cause de mes hormones, je ne peux pas. Bon, alors justement, comment aider ces femmes à sortir du tabac? Professeur Josserand, quels sont les moyens aujourd'hui les plus efficaces pour accompagner ces femmes? Alors, je ne sais pas si on peut parler de moyens plus efficaces que d'autres. Ce qu'il faut bien personnaliser, comprendre, c'est qu'il y a autant finalement de moyens qui vont permettre de sortir du tabac qu'il y a de fumeurs. Il y a probablement un moyen qui sera adapté à la situation dans laquelle vous êtes au moment où vous avez envie de vous arrêter. Je pense que c'est au moment où vous devez vous arrêter. C'est ça qui est important à retenir. Il faut, je pense, aussi se faire aider. On l'a dit à plusieurs reprises ce matin, aller chercher le conseil de son médecin généraliste, d'une infirmière tabacologue, ou aussi on peut tout à fait appeler Tabac Info Service, qui est joignable au 39 89 et qui effectivement peut apporter une aide, peut apporter un suivi. Et cet accompagnement et ce suivi sont importants. Donc, après, à partir de là, effectivement, on peut voir quelles sont les méthodes les plus adaptées. Il y en a différentes. Il y a les substituts nicotiniques, il y a la varénicline. J'ai toujours un problème. La varénicline. Voilà, mais il y en a d'autres. Il ne faut pas focaliser sur ces deux-là uniquement. Il y a d'autres façons de s'arrêter. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a autant de moyens pour s'arrêter qu'il n'y a de fumeurs. Et il n'y a pas de moyen miracle qui, sous prétexte qu'on va l'utiliser, on va pouvoir s'arrêter comme ça. Ça n'existe pas. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Il faut surtout se faire aider, parce que derrière, ce qui se passe, c'est la rechute éventuelle. Alors, il faut bien aussi, quand on s'arrête, on a toujours peur de cette rechute et on la vit toujours difficilement. Il faut bien voir qu'en réalité, sortir du tabac, c'est un processus qui peut être assez long, mais surtout, c'est une marche en avant. Et donc, finalement, chaque rechute n'est qu'une nouvelle étape vers la sortie définitive. Et il ne faut pas la prendre contre quelque chose qui va bloquer, qui va arrêter le processus. Non, c'est un process de maturation qui avance. C'est normal d'avoir plusieurs échecs. Voilà. Et puis après, dans sa vie,
On a aussi des moments qui peuvent être plus ou moins favorables, et notamment pour les femmes, et celles qui ont des désirs de maternité et qui ont envie, ce sont peut-être aussi des moments de motivation supplémentaire. J'ai moi-même animé des consultations en maternité. On peut tout à fait se faire aider en maternité et être. Il y a des sages-femmes tabacologues aujourd'hui qui peuvent tout à fait aider ces femmes à ces moments particuliers de leur vie qui souvent sont des éléments de motivation et des moments de motivation extrêmement importants, extrêmement forts. Condition de ne pas reprendre après, en raison d'une charge mentale un peu importante. Je me rappellerai toujours de cette femme que j'avais vue, alors qui n'était plus du tout enceinte, parce qu'elle a arrêté de fumer le jour quand elle a appris qu'elle était enceinte. Et puis, elle a arrêté de fumer pendant 24 ans, très précisément. Et elle s'est dit, le jour du mariage de sa fille, tiens, je vais m'en fumer une, quoi. Pour fêter l'événement. Je ne sais pas quelle est la symbolique. Mais... Je ne sais pas quelle est la symbolique. Peut-être qu'elle était libérée, quelque chose, je ne sais pas. C'est intéressant de demander l'avis à un psy. Je ne chercherai aucune analyse. Mais en attendant, ce jour-là, elle est retombée dedans. Et je l'ai vue quelques années après ça pour l'aider à sortir de cette nouvelle... Donc une fois qu'on s'est arrêté, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter et pas y revenir. Et on ne peut plus revenir comme ça une flotte de temps en temps. C'est un piège. Alors de son côté, l'ACT a réfléchi à plusieurs actions qui seront poussées sous forme de plaidoyer auprès des décideurs politiques. Alors justement, vous, en tant que président de l'ACT, quelles sont vos différentes propositions pour aider les femmes à sortir du tabac? Effectivement, l'ACT plaide pour une amélioration de l'approche tabagique chez la femme et dans le service de santé. C'est important, je pense, d'avoir cette double approche. Alors, en France, on a une vision du tabagisme qui est finalement très masculine. Et on a très peu d'approches et très peu d'études, voire aucune, sur le genre dans le tabac. C'est-à-dire qu'on ne sait pas finalement quels sont les déterminants qui vont amener les jeunes filles à commencer à fumer dans notre contexte sociologique, dans notre contexte socio-économique, on ne sait pas. Donc on extrapole ce qu'on trouve dans la littérature internationale, aux États-Unis, dans d'autres pays européens, mais on est probablement un petit peu comparable, parce qu'on a plein de valeurs communes, mais est-on réellement et strictement comparable? Non. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas les leviers qui vont nous permettre derrière de mettre en avant les bonnes méthodes de prévention qui vont être efficaces et qui vont permettre de parler convenablement aux femmes, aux jeunes filles, de prévention et de sortie du tabac, quoi. Donc, c'est important que ces études-là émergent en France. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'il y ait des financements qui permettent ce genre d'approche. Alors, il y a peut-être un petit début aujourd'hui, mais on est vraiment très très loin du compte et très loin de ce qui est fait ailleurs, quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est renforcer l'information sur le parcours du sevrage tabac. Aujourd'hui, il faut savoir que, et on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, le poids est un des éléments centraux dans le tabagisme, et notamment dans la peur de s'arrêter, quoi. Donc, il faut savoir qu'on peut se faire aider par des nutritionnistes, par des médecins nutritionnistes. On anticiper cet arrêt de façon à l'aborder dans les meilleures conditions et de ne pas être pris par une peur de la prise de poids qui peut justement bloquer. Donc, se faire aider par un nutritionniste, ça peut être pris en charge dans le cadre de la sécurité sociale, il n'y a aucun problème. Et puis, nous, ce pourquoi nous plaidons aussi aujourd'hui, c'est effectivement qu'on puisse développer dans ce parcours de sevrage un accompagnement par un ou une psychologue qui permettrait justement une aide pour certaines, ou certains aussi, les hommes bien sûr pourraient aussi en profiter, mais pensons d'abord aux femmes aujourd'hui, pourraient justement profiter de cette aide supplémentaire parce que l'arrêt du tabac est parfois compliqué, on est parfois dans des situations qui sont plus ou moins complexes au niveau personnel, et donc cette aide pourrait peut-être être, et certainement même, être une béquille supplémentaire qui permettrait d'avancer et de sortir définitivement du tabagisme. Même si c'est une période, et l'arrêt peut être parfois une période compliquée, il y a toujours, comme c'était rappelé, des bénéfices énormes à s'arrêter de fumer. D'accord, et puis arrêter peut-être de voir le tabac par le prisme de l'homme. Et aujourd'hui, on ne voit l'homme, on ne voit le tabagisme qu'à travers les hommes. On compare toujours aux hommes. Donc, ayons une vision qui nous fasse déjà rentrer. On parle toujours, on l'a évoqué à différentes reprises ce matin, les 78 000 morts en France, voilà, 78 000, mais qui, jusqu'à ce matin, avaient réellement conscience que dans ces 78 000, il y a 20 000 femmes et que ça a doublé depuis les années 2000. Oui, c'est ça qui est surtout très inquiétant. Qui avait c'est le fait que c'est doublé depuis ça. À part quelques personnes aujourd'hui, voilà, maintenant c'est un chiffre qui est connu et je pense qu'il faut aller plus loin sur d'autres chiffres, sur d'autres réalités du tabac. Voilà, les femmes ne sont pas des consommatrices, ce sont nos mères, nos femmes, nos filles. Et c'est par là qu'il faut l'aborder, et pas des consommatrices de l'industrie du tabac.
Bon, merci beaucoup. Espérons que toutes ces propositions trouveront rapidement écho auprès des décideurs publics, des autorités de santé. S'il y avait un dernier message à faire passer, professeur Josserand, ce serait lequel? C'est vrai qu'on en a fait passer beaucoup, mais s'il fallait en retenir un pour conclure cette conférence. Il y en a tellement à retenir, mais c'est vraiment, je pense, une urgence permanente de santé publique. C'est 75 000 vies qui vont être prises cette année, ou 78 000, dont 20 000 femmes. Je pense que c'est vraiment important. Et s'il y avait un message à retenir, c'est s'affirmer sans fumer, quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Il faut dénormaliser ce produit. S'affirmer sans fumer. C'est pas le produit qui fait la liberté. Au contraire, c'est une addiction et un piège. Donc affirmons-nous sans fumer et affirmez-vous, mesdames, sans fumer, quoi. Très bien, merci pour ce beau message de fin. Alors, est-ce que nous avons des questions ou est-ce que vous avez été tellement clair que finalement tout le monde a bien compris les messages? Donc, a priori, écoutez, je crois que vous avez été très brillant, parfait. Les messages... Ah si, voilà les questions. Oui, on ne me prévient pas, donc les questions arrivent. Alors, pouvez-vous revenir sur les risques spécifiques de la cigarette pour les femmes par rapport aux hommes? Alors, qui veut répondre? Ne vous battez pas, surtout. En fait, il y a pas, comme ça a été dit, les risques sont les mêmes, en fait. Ce qui est particulier, c'est que l'évolution de la prévalence du nombre de femmes qui se sont mises à fumer à partir des années 70 et qui n'a fait qu'augmenter jusqu'en 2000, pour ensuite être en plateau, font que ces femmes qui ont commencé à fumer, qui avant ne faisaient pas ces complications liées au tabac, vont les faire comme les hommes. Et ça, c'est ça qui frappe, c'est ça qui est important et ce qu'on a souligné, c'est qu'on voit augmenter, par exemple, en une dizaine d'années, pendant 10 ans, on a vu augmenter de 5% les hospitalisations pour infarctus du myocarde chez les femmes de 45 à 55 ans. 45 à 55 ans, je veux dire que vous ne faites jamais un infarctus, ou peut-être exceptionnellement un infarctus quand vous êtes une femme, si vous n'êtes pas fumeuse. Or, plus 5% d'infarctus tous les ans pendant 10 ans, ça frappe quand même. C'est quelque chose. Et c'est là, en fait, c'est pas de particularité. Il n'y a pas de particularité de toxicité. Alors, on a dit qu'il y avait plus de 25% de risques liés au tabac chez les femmes sur le plan cardiovasculaire que chez les hommes. On ne l'explique pas totalement. C'est ce qui ressort des études épidémiologiques. On a dit, oui, elles sont plus petites, les artères sont plus petites, il y a les facteurs hormonaux possiblement qui jouent un rôle. Mais c'est vrai qu'on ne maîtrise pas totalement la raison pour laquelle les femmes sont plus à risque que les hommes sur le plan cardiovasculaire avec le tabac. Mais c'est un fait. Donc c'est une raison de plus de se préoccuper effectivement de leur tabagisme et d'essayer de les en faire sortir. Merci pour votre réponse. Alors on va juste accueillir Marion et Karine, parce qu'il y a des questions qui leur sont adressées également, qui vont nous rejoindre en plateau. Voilà, masqué parce que... Vous en êtes en direct. Il fait un peu chaud sur ce plateau, c'est vrai. On a besoin d'être repoudré assez souvent. Alors, une question. Alors, pour Karine ou Marion, vous me direz, avec la loi E20 en France, la publicité est interdite. Est-ce que l'industrie du tabac continue de cibler les femmes? Et si oui, comment? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Karine. Je ne sais pas si Karine est toujours avec nous. Oui, je suis toujours avec vous. Voilà, c'est vrai qu'on... trop bavarde tout à l'heure. Mais non, pas du tout. Mais non, mais c'était super intéressant. Si, vous l'avez un petit peu abordé en parlant des packaging, notamment. Oui. Mais il y a peut-être effectivement plus de choses à dire sur ce sujet. Il y a les réseaux sociaux et l'Internet. C'est très clair qu'aujourd'hui, l'industrie du tabac se positionne sur ces réseaux pour échapper déjà à des lois. Et là, malheureusement, il n'y a pas de frontières. Donc, les stratégies sont mondiales. Et puis, bien étant donné que l'industrie du tabac doit remplacer les fumeurs qui décèdent et toucher les jeunes, puisque on ne commence pas à fumer à 30 ans. En général, on commence à fumer avant 20 ans. Donc, il faut toucher les jeunes où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, comme toutes les autres entreprises, l'industrie du tabac va payer des influenceurs et des influenceuses pour toucher les femmes. Il y a notamment là une campagne récente qui a été lancée par British American Tobacco qui a payé très cher des influenceuses internationales pour promouvoir leurs produits, donc la cigarette, mais aussi les nouveaux produits, parce que l'industrie du tabac se positionne beaucoup sur des nouveaux produits
soi-disant de réduction du risque, le tabac à chauffer par exemple. Il y a eu aussi l'exemple de Juul, qui est une e-cigarette d'une forme un peu particulière, qui a vraiment fait un tabac, si je puis dire, sur les jeunes, et ça a été grâce aux réseaux sociaux. Voilà, c'est une manière d'échapper à la loi E20, très clairement, ces réseaux sociaux. Marion, vous voulez rajouter quelque chose ou pas? C'est précisément le souci, en effet, ces réseaux sociaux, c'est ce que l'on a aussi particulièrement dans le viseur à travers aussi nos campagnes, c'est ce ciblage marketing qui est particulier, vous l'avez dit, qui n'a pas de frontières et évidemment qui est important à aborder ici. C'est pour ça que vous utilisez aussi à votre tour les réseaux sociaux pour faire passer exactement. Les messages importants et montrer comment l'industrie du tabac arrive à nous manipuler malgré les lois qui existent aujourd'hui pour interdire cette publicité. En plus des réseaux sociaux, on peut citer aussi, parce que la Ligue contre le cancer a sorti une étude intéressante hier sur le placement de produits dans les films, qui était une pratique très ancienne et très fréquente de l'industrie du tabac. Et il y a vraiment une présence très très forte du tabac, des marques de tabac encore aujourd'hui, en particulier dans les séries Netflix, qui sont très, très consommées par les jeunes. Donc ça aussi, ça a des impacts sur la perception de liberté, d'émancipation, etc. Des publics qui regardent ça. Ah oui, ça évidemment, ça fait perdurer tous ces... Si je peux rebondir sur ce qui vous avez dit, c'est-à-dire que ces images renormalisent le produit, quoi. C'est-à-dire qu'on voit même des séries dans lesquelles les acteurs fument dans des lieux où c'est normalement interdit, quoi. Et donc ça remet le tabac et ça le renormalise dans notre vie quotidienne. Le banalise. Ça le banalise. J'ai vu, moi, je tairai le nom de la série, mais une série dans laquelle une femme enceinte fumait à l'hôpital, dans les locaux hospitaliers, quoi. Donc je veux dire, c'est en termes d'image, de normalisation et d'imposer le tabac comme étant quelque chose de normal dans notre vie quotidienne, je veux dire, il n'y a pas pire. Une femme enceinte à l'hôpital, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi. La terrasse de café, derrière, elle passe bien loin. Et ce qui est aussi frappant, c'est qu'en fait, il y a plus de présence, de pourcentage de fumeurs dans les films, dans les séries, que dans la vraie vie. Donc ça contribue à ce que disait Loïc, de renormaliser. Oui, ça va même plus loin d'ailleurs. Même quand la cigarette n'est plus là, soit le geste, soit la substitut à la cigarette, en l'occurrence au niveau de cette publicité de Dior pour Dior Addict, où la femme tient comme une cigarette un tube de rouge à lèvres entre ses deux doigts. Je veux dire que c'est évident que c'est une publicité ciblée avec substitution de la cigarette, mais le geste y est, et donc le message y est également. Oui, toujours, cette image de la femme libre, glamour, etc. Voilà, on en revient toujours à la même chose, et c'est une façon également de détourner la loi E20, bien entendu, puisque ce simulacre, effectivement, de publicité qui, soi-disant, ne fait pas de publicité pour la cigarette, ne trompe personne. Oui, de façon complètement détournée. Peut-être aussi pour rebondir sur l'utilisation de ces normes sociales pour attraper les fumeuses. Ce qui est important aussi de remarquer, c'est que l'industrie de la cigarette, elle les renforce, ces stéréotypes. Elle les utilise, mais en les renforçant, en enfermant les femmes dans une image de nouveau de femmes objet. Donc en fait, elle ne contribue pas du tout à leur émancipation. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ces stéréotypes, on peut les comprendre, on peut les utiliser, mais pour les transformer. C'est vraiment, je pense, ce qui se passe maintenant avec cette campagne qui est axée sur les femmes, mais qui, justement, va essayer de montrer d'autres modèles. Et je trouve que l'exemple parfait, c'est l'exemple de prendre une footballeuse professionnelle pour parler de ce sujet. On propose autre chose, quoi. On casse un peu ces normes dont on n'a plus envie, quoi. Complètement, je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, on a une autre question. On en a déjà un petit peu parlé, ça, je pense que c'est pour Marion et Loïc, mais quels moyens faut-il mettre en place pour renforcer la lutte contre le tabagisme ? Il y a d'autres, vous en avez déjà pas mal parlé, mais est-ce qu'on peut aller encore un petit peu plus loin ? Si tu veux, tu peux compléter. Vas-y, je te laisse. Aujourd'hui, il y a deux grands angles par rapport à la lutte contre le tabagisme en France et de ce que l'on peut souhaiter pour parvenir à l'objectif gouvernemental de la première génération sans tabac
à l'horizon 2030. La première chose, c'est le fait de renforcer les mesures de contrôle déjà existantes, qui sont, on est les champions de la réglementation en France, on a une loi E20 qui nous est enviée en Europe et même dans le monde entier, qui est une loi extrêmement bien faite, mais malheureusement pas toujours très bien appliquée. À commencer notamment par l'interdiction de vente aux mineurs dans les bureaux de tabac. Il y a à peu près 60% des buralistes qui vendent encore à des mineurs des produits du tabac. Donc c'est un vrai sujet, l'application des lois existantes. Le deuxième point qui nous semble être très important aujourd'hui, et on l'aborde d'ailleurs à travers cette campagne, c'est le fait de faire de la promotion, de la prévention contre le tabac un peu différemment, à travers ce que l'on appelle la dénormalisation du tabac, c'est-à-dire débanaliser ce produit qui est considéré comme un produit de consommation classique dans la société, comme quelque chose de banal. Or, il s'agit bien, on l'a dit à travers les différentes interventions, d'une drogue extrêmement addictive. Et à travers cela, il ne s'agit pas simplement de dire « fumer tue ». Je pense que ce message, tout le monde l'a entendu, l'a reçu. Mais il y a beaucoup d'autres sujets en réalité dont il faut parler et remonter un peu à la source du problème. Le tabagisme n'est pas le fait du fumeur. Ce n'est pas la responsabilité ni le choix réel, ou en tout cas plein entier, du fumeur. La responsabilité vient d'une industrie qui fait des campagnes marketing et qui verdit aussi ses activités. Donc on verra à travers plusieurs campagnes, l'industrie du tabac est non seulement responsable d'un fléau sanitaire, d'une pandémie au niveau mondial, mais aussi cause d'énormes dégâts sur l'environnement. Responsable d'inégalités sociales aussi, sur donc, différents aspects qui sont méconnus et qu'il faut aborder aussi par ailleurs. Loïc Josserand. Non, j'adhère bien sûr à ce que dit Marion, qui était effectivement très complète. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites et très tournées vers le sanitaire. C'est vrai que, comme Marion l'a rappelé, fumer tue, etc. C'est nous-mêmes, nous amenons régulièrement sur des chiffres toujours assez terrifiants en termes d'impact sanitaire, mais je pense qu'il y a effectivement comme cette logique de dénormalisation aujourd'hui est extrêmement importante. C'est en faisant changer l'image de ce produit qu'on va y arriver. Et je pense que la cible qu'il faut avoir, ce sont les jeunes. C'est ça, c'est l'avenir. Ça, c'est une vérité vraiment très générale, ce que je suis en train de dire. Mais en revanche, il faut que ça devienne notre cible prioritaire. Je vais être très caricatural. Moi, je vais le dire vraiment de façon très simple. Moi, les vieux, entre guillemets, comme moi, de 50 ans et machin, c'est pas là qu'il faut, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue sur la jeune génération, ceux qui vont rentrer dans le tabagisme. Il faut voir que les moyens de l'industrie du tabac, ils remplissent une piscine avec une lance à incendie quand nous, on essaye de la vider avec une petite cuillère, quoi. Donc tant qu'on n'aura pas la même capacité à lutter et tant qu'on n'ira pas sur des armes aussi efficaces pour faire comprendre ce qu'est réellement ce produit, ses conséquences, ce qu'il représente, la manipulation dont ils sont l'objet depuis maintenant des décennies entières, on ne s'en sortira pas. Donc il faut... bien sûr, la dimension sanitaire reste importante, mais aller sur un autre terrain qui est celui de cette dénormalisation, de rendre à ce produit, dans toutes les dimensions que Marion vient d'évoquer, et c'est un produit qui part dans tous les sens, sur l'environnement, sur le droit des enfants, sur les femmes aujourd'hui, surtout. Donc il faut aller dans toutes ces dimensions et il faut aller le débusquer et débusquer tous les mensonges qui sont dits, toutes les idioties qui sont racontées et toute la manipulation dont on fait l'objet dans toutes ces directions-là. Voilà, bon, espérons en tout cas que vous aurez les moyens de mettre en place toutes ces campagnes et de diffuser tous ces messages. Merci à tous en tout cas, c'était passionnant, on a appris en tout cas personnellement beaucoup de choses. Et encore une fois, nous comptons sur vous, chers médias, pour diffuser tous ces messages importants qui pourront aider les femmes à sortir de l'enfermement du tabac. Et cette conférence de presse, effectivement, lance ce combat qui est loin d'être gagné. Mais en tout cas, merci. La première pierre. C'est la première pierre. On y croit. Oui. Merci en tout cas. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, sans tabac. C'est mieux. Merci à tous. Merci. 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 Au revoir. Merci.